Madame, Monsieur, il ne reste que quelques jours avant le 31 décembre pour collecter les dons nécessaires à la diffusion et au développement de TVL en 2025. Soyons clairs, ce message est un premier signal d'alerte. Malgré la mobilisation, notamment celle de nouveaux donateurs, nous accusons un retard important par rapport à l'an passé. Pourtant, en novembre dernier, nous avons battu un nouveau record, 8 400 000 vues, chiffre Google, sur YouTube, un niveau jamais atteint depuis la création de TVL. Avec ce succès, une mobilisation exceptionnelle et donc indispensable, nous avons besoin de vous. Répondez dès maintenant à cet appel aux dons. Faites connaître TVL à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Faire un don, c'est aussi reprendre le contrôle de votre impôt. Soutenir les projets et les idées qui vous tiennent à cœur plutôt que de financer des médias qui vous méprisent. En donnant à TVL, vous donnez un sens nouveau à votre contribution fiscale. Vous êtes les acteurs d'un changement puisque vous transformez votre impôt en un acte révolutionnaire. Faites un don à TVL. Investissez dans la liberté d'informer, dans la liberté à tout prix. Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. L'année 2024 a-t-elle été celle de l'effacement de la France ? Nous devions avoir la Startup Nation dirigée par Emmanuel Macron, mais finalement, nous subissons une crise gouvernementale qui s'ajoute aux crises économiques, démographiques et j'en passe, et même à la guerre à nos portes. Alors, tandis que pendant ce temps, le reste du monde semble s'émanciper de l'Occident. Alors, comment devons-nous vivre ce nouveau rapport au monde ? Eh bien, pour en parler, je reçois Alain de Benoît. Alain de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes journaliste, philosophe, essayiste. Vous avez fondé la revue Éléments, dont d'ailleurs le dernier numéro porte sur cette fin de la suprématie occidentale. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez publié plus de 120 ouvrages, dont récemment Contre l'esprit du temps, explication, ou encore La nouvelle droite au XXIe siècle, orientation face aux années décisives, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors cette dramatisation, celle des années décisives, bien sûr, n'est pas neuve, mais Alain de Benoît, pourquoi sommes-nous plus qu'il y a 10, 20 ou 30 ans face à des années décisives ? Je rajouterais qu'on a quand même le sentiment que quelque chose va se jouer en 2025. 2025 sera-t-elle une année décisive ? Oui, ce sera certainement une année décisive, mais vous avez raison de dire que la problématique n'est pas nouvelle. Le titre « Année décisive », c'était le titre d'un livre de Spengler paru au tout début des années 30. Plutôt que le terme d'année décisive que j'ai employé moi aussi, mais qui est un peu galvaudé, je dirais que nous sommes au centre d'une époque de transition, une époque d'interrègne. C'est-à-dire que nous voyons s'effondrer un monde que nous avons bien connu et parfois aimé, et puis nous voyons arriver un monde nouveau aux contours incertains. Et on voit cela par le fait qu'on rebat les cartes un petit peu partout. Dans la politique internationale, dans la politique intérieure. Je rappelle qu'en politique intérieure, dans les pays occidentaux, le fait principal, c'est la désagrégation progressive de ce qu'on appelait autrefois les grands partis de gouvernement, et qui aujourd'hui s'effilochent au profit de partis, de mouvements plus atypiques auxquels on décerne volontiers l'appellation polémique de populisme. Alors pour ce qui concerne la France, là il y a quelque chose d'absolument fascinant, c'est que nous assistons en direct à une fin de régime. Ça s'effondre. Il y a un côté absolument pathétique et, je le répète, également d'un peu fascinant. Alors, revenons un instant en arrière. Aux dernières élections européennes, le Rassemblement national l'emporte haut la main. Macron est très mécontent, bien sûr, et il a cette idée géniale, du moins le croit-il,
que s'il dissout l'Assemblée, dans la perspective des élections législatives, on trouvera bien des petits arrangements, des combines diverses qui permettront, par le jeu notamment des désistements, de limiter l'avance du Rassemblement national. Bon, manque de chance, les élections législatives limitent effectivement la progression du Rassemblement national, mais il reste qu'il y a deux partis qui montent très nettement par rapport aux consultations précédentes. C'est d'une part le Rassemblement national, de l'autre le Front de gauche, les Insoumis, etc. Et qu'il y a au contraire un tiers parti qui lui s'effondre, c'est le fameux bloc central, c'est-à-dire Macron. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation inédite de trois blocs centraux, de trois blocs distincts, je veux dire, dont aucun ne parvient à réunir une majorité. Alors la logique et l'expérience historique auraient voulu que Macron appelle à gouverner, ou à tenter de gouverner, un représentant des deux forces montantes. Il a choisi de faire appel au contraire à une puissance descendante, à savoir la sienne. Alors on a vu les discussions, je passe les détails, on a eu Barnier, ça a fini par une censure, et je pense qu'il était bon qu'il soit censuré, parce que c'est une façon de mettre un terme aux équivoques. Et puis maintenant, on a tiré du chapeau un nouveau lapin qui s'appelle Bayrou. Est-ce que Bayrou est mieux placé que Barnier pour trouver une majorité de rechange et séduire les uns sans fâcher les autres? L'homme passe pour être habile, il est en tout cas ambitieux, il est surtout patient. Il s'est quand même présenté 3 fois au présidentiel sans jamais être élu. Maintenant, il arrive au poste de Premier ministre, mais selon la formule connue, dans quel état arrive-t-il, hein? Alors, il a eu l'intelligence de ne jamais heurter frontalement le Rassemblement national, d'entretenir des amis ici ou là, mais je ne suis pas sûr que ça réussisse. Par conséquent, il y a tout lieu d'être sceptique sur sa capacité à gagner du temps, à aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y aura encore une censure? Quand pourra-t-on avoir une dissolution? Pas avant juillet, on va rejouer. Bref, on est en train de rejouer la 4ème République Empire, hein, avec le record quand même, qui n'avait pas été atteint depuis longtemps, de 4 premiers ministres en un an. Hein, ce qui fait quand même beaucoup. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'un effondrement. Vous savez, c'est comme quand on regarde au cinéma un grand immeuble qu'on a truffé d'explosifs et qui s'effondre, mais on le passe au ralenti. Alors on voit tout ça qui s'effondre, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors vous dénoncez le côté, vous évoquez le côté à la fois pathétique et fascinant de ce que vous supposez un fin de régime. Quelqu'un d'autre, une personnalité publique, a évoqué cela à la télévision aux Françaises. Il s'agit de Dominique de Villepin. Je vous propose d'écouter ses propos. Nous sommes peut-être en bonne forme pour organiser une photo en marche de Notre-Dame, mais nous ne comptons pas. Le 14 décembre sur France 5, Dominique de Villepin a violemment chargé Emmanuel Macron. Les dégâts causés par sa politique, par sa personne à la France et aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer sa charge. La question de sa démission sera posée. On lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Là, ce sont les Français et la France qui plongent. Il y a un effet de sidération, d'humiliation et de colère profonde. Nous voyons notre pays s'effacer de la carte internationale. Des changements majeurs se produisent en Ukraine, au Moyen-Orient. Échec gouvernemental, donc échec géopolitique. Dominique de Villepin était bien sûr diplomate. Il lit donc les deux. A-t-il raison de poser cette corrélation entre la vie de la cité, la France, et le monde international? On a l'impression qu'il y a quand même une analogie. Oui, il y a tout à fait une analogie. Et je suis sûr que Dominique de Villepin, qui a montré par le passé qu'il est très attaché à l'indépendance de la France, notamment vis-à-vis des États-Unis, le mesure pleinement. Maintenant, ses paroles tombent un peu dans un certain désert, hein, car l'effacement de la France,
c'est un effacement beaucoup plus global. J'évoquais la période de transition. Aujourd'hui, tout est en crise. Toutes les institutions sont en crise. Tous les secteurs professionnels se plaignent. Et on a l'impression d'une désagrégation à la fois sociologique, politique, intellectuelle, morale et tout ce que l'on veut. Vous savez, aujourd'hui, justement en raison de ce climat mortifère, beaucoup de gens parlent de guerre civile. On était au bord de la guerre civile. Bon, ce sont des formules un peu faciles. De même, je ne suis pas né de la dernière averse. Je me souviens qu'il y a, dans mon enfance ou mon adolescence, il y avait encore des gens qui disaient... Nous sommes en 1788, on est au bord du volcan, il est minuit moins 5, ça va péter, etc. Bon, on attend, ça rapporte, mais il est bien sûr qu'à un moment, ça finit par péter quelque part, pour dire les choses de façon un peu populaire, sinon vulgaire. Simplement... on m'a interrogé souvent pour me dire « Est-ce que vous croyez à la guerre civile ?» Moi, je ne crois pas à la guerre civile. Alors, ça surprend, parce que les gens pensent que je suis très optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout. Je crois que nous allons vers quelque chose de pire que la guerre civile. La guerre civile, ce n'est pas des émeutes ici ou là, des dysfonctionnements qui se produisent à tel ou tel endroit. La guerre civile, c'est quelque chose de bien précis. Dans un pays, il y a deux camps qui sont également armés, qui veulent également en découdre, et les choses sont finalement relativement simples. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Ça s'effrite de partout. Ce qui fait pas de camp ni de volonté. Oui. Et nous sommes dans une époque de grand nihilisme, pour parler de façon plus intellectuelle. Pour prendre une image plus facile, je dirais tout simplement que là où beaucoup de gens voient la guerre civile, ou l'annonce de la guerre civile, moi je vois la lente montée du chaos. Et le chaos, quand c'est le chaos climatique, pensez à Mayotte. Quand c'est le chaos géopolitique, pensez à la bande de Gaza. Quand c'est le chaos où plus rien ne fonctionne, pensez aux pays européens et tout particulièrement à la France. J'aimerais qu'on se projette sur les questions internationales, parce que revenir sur vos réflexions depuis au moins 30 ans, parce que vous avez été avant-gardiste à bien des égards, Alain de Benoist. Pour dire les choses le plus simplement du monde, vous avez mené une réflexion sur le fait que l'Occident n'était pas seul. Vous avez été très critique de l'Occident. Vous avez, d'une certaine manière, perçu l'émergence d'un monde polycentrique, l'émergence d'un monde multipolaire. Oui, alors c'est une chose que j'ai faite à plusieurs niveaux. Au niveau politique, bien sûr, en dénonçant un monde bipolaire, qui a volé en éclats avec la chute de l'Union soviétique et a laissé croire de l'autre côté de l'Atlantique qu'on allait vers une sorte de fin de l'histoire, de mondialisation heureuse. On a vu ce qu'il en est passé. Je l'ai fait à un niveau plus philosophique, en critiquant les formes d'universalisme politique, c'est-à-dire cette idée qui remonte à la philosophie des Lumières, selon laquelle une bonne politique, une bonne gestion, une bonne constitution qui vaut pour un pays vaut pour tous les autres, parce que les hommes sont fondamentalement les mêmes, ce que je crois être une grande erreur. Donc, là où l'on parlait de monothématique, moi je vois une polymatique, un plurivers, si vous voulez, à la place de l'univers. Et c'est ce qui se passe avec la montée. Dans les années 80, j'avais écrit un livre qui avait étonné certains, qui s'appelait « Europe, tiers-monde, même combat ». Ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, qu'est-ce que c'est ? C'est les BRICS d'aujourd'hui. Et ce sont les BRICS qui sont cette force émergente qui refuse les diktats de l'Occident et sur lesquels il faut être extrêmement attentif, non pas de manière idéaliste, car entre les pays, entre les BRICS, il y a aussi des divergences d'intérêt, d'orientation, mais il y a quelque chose qui leur est commun, c'est le désir de trouver en eux-mêmes, dans leur identité propre, le système de valeurs, le système politique qui leur permet le mieux d'accroître leur présence au monde. Alors, pour autant, vous décrivez un monde qui prend fin, et donc un autre qui prend forme. Pour autant, le monde qui se dessine, d'une certaine manière, vous enchante-t-il, Alain de Benoist ? Pardon ? Le monde qui se dessine vous enchante-t-il ? Non, il ne m'enchante pas. Je sais simplement d'abord que l'histoire est toujours ouverte.
Donc on ne peut pas prolonger à l'exponentielle les tendances que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Et deuxièmement, que ça va extrêmement vite dans les pods de transition. Vous savez, il suffit d'un petit cliquet et plouf, les vannes débordent. Mais bon, comme on n'a pas énormément de temps, si on veut aller sur les affaires internationales, il y a évidemment deux sujets qui retiennent au premier chef l'attention. Ce sont ceux dont parlait à l'instant Dominique de Villepin, c'est l'Ukraine, et c'est la Syrie. Ce qui me frappe dans ces deux affaires, et là je crois que c'est une réflexion qui se fait en amont de l'actualité. Si on a le nez sur l'actualité, on voit pas grand-chose. Vous savez, Jean Cocteau disait la mode, c'est ce qui se démode. L'actualité, c'est ce qui devient très vite inactuel. Donc, pour voir les grandes lignes de force et grandes dynamiques, il faut prendre un petit peu de recul. Quand on prend du recul, on s'aperçoit de ceci. Quand une guerre éclate, les pays qui ne sont pas directement partie prenante dans cette guerre, en général, se prononcent ou ne se prononcent pas. Il est rare qu'ils se prononcent tous dans le même sens. Et généralement, ils se prononcent en fonction de quoi ? Ils se prononcent en fonction de leurs intérêts. Est-ce que la France et l'Europe ont un intérêt existentiel en Ukraine ou un intérêt existentiel au Proche-Orient ? La réponse est non, de toute évidence. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'abstient, c'est-à-dire qu'on adopte une position tierce, soit on utilise cette position tierce pour servir de médiation. La France, qui n'a aucune capacité à aller rouler les mécaniques sur quelque champ de bataille que ce soit, en a ou en avait de grandes sur le plan politique et diplomatique pour proposer sa médiation, pour essayer de trouver un règlement politique à ce problème politique qui a dégénéré en guerre. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et pourquoi ? Eh bien, deuxième réflexion, parce que les guerres ont changé. Nous ne sommes plus dans les guerres classiques issues du traité de Westphalie avec des ennemis qu'on combattait avec acharnement, mais qu'on pouvait à la limite respecter et comprendre, ou admettre que ce pays a lui aussi ses raisons. Nous sommes rentrés dans le surgissement des idéologies qui a fait que tout ce qui était envisagé politiquement devient moral. Il n'y a plus du tout telle ou telle faction, il y a le camp du bien et le camp du mal. Comment s'explique l'extraordinaire alignement de la France et de tous les pays de l'Union européenne sur les positions américaines concernant l'Ukraine ? Par une vassalité et par l'idée que, devant une guerre de ce type, il ne s'agit pas du tout de se demander ce qui est en jeu politiquement, géopolitiquement, il s'agit de savoir où sont les gentils, où sont les méchants. Ce qui est totalement impolitique, n'est-ce pas ? Impolitique au sens que Julien Freund donnait à ce mot. Je prends mon exemple. Moi, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens et j'ai beaucoup d'amis russes. Je n'éprouve aucun plaisir à les voir se massacrer aujourd'hui. Et par conséquent, je voudrais que cette guerre s'arrête. Mais j'essaye d'en comprendre le sens, évidemment. Alors aujourd'hui, comme nous sommes à une époque qui considère que finalement la guerre, bien que ça ait toujours existé, c'est quand même une pathologie, c'est quand même chose de pas normal, et qu'il faut porter un jugement moral. Les guerres qu'on est obligé de faire, on les appelle opérations de police, opérations humanitaires, guerre défensive, etc. Et dans ce contexte, la notion d'agresseur prend une importance disproportionnée. Le responsable, c'est toujours l'agresseur, mais c'est naïf, parce que l'agresseur peut lui-même réagir contre autre chose. Montesquieu disait très justement, il y a ceux qui font les guerres et il y a ceux qui les rendent inévitables. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sommé de choisir entre le camp du bien et le camp du mal. Or, quelqu'un qui est un réaliste politique et qui est sensible par ailleurs aux souffrances qui ont lieu ici et là, raisonne tout à fait autrement. Nous attendons évidemment l'entrée en fonction de Donald Trump qui aura lieu début janvier. Est-ce une chance ou une menace pour l'Europe ? N'avons-nous pas l'impression de trop en attendre de Donald Trump ? D'autant plus qu'on ne sait pas s'il accélérera le nouveau monde ou s'il renforcera la puissance américaine face à l'Europe, face à la Chine, face à je ne sais qui. Absolument. Il y a une très grande ambiguïté
de Donald Trump. Et les Européens ne s'en rendent généralement pas compte. Je suis frappé de voir comment à droite, tout le monde applaudit à l'arrivée de Donald Trump parce qu'il a les mêmes préoccupations, les mêmes ennemis que nous, le wokisme, l'immigration, etc. Oui, mais Donald Trump, c'est un Américain. Son inscription fétiche, c'est « Make America Great Again ». Remettez l'Amérique en position de puissance. C'est pas remettez l'Europe en position de puissance. Donc la question, en dernière analyse qui se pose, c'est est-ce qu'il est bon que les États-Unis redeviennent puissants pour nous qui sommes si faibles et si dépendants par rapport à eux? Voilà le problème. Sur le point précis que vous soulevez, je crois que Donald Trump a compris au moins une chose, c'est que ça ne sert à rien d'augmenter perpétuellement une aide à l'Ukraine qui a déjà atteint des Himalayas de dollars, de matériel militaire et autres, et que ça ne sert à rien parce que la guerre est perdue. La guerre est finie sur le terrain. Depuis cette année, les Russes ont conquis plusieurs centaines de villages. Les Ukrainiens, en dépit de l'aide massive qui leur a été apportée, ont été défaits et l'OTAN a été défait avec lui. Ça, je crois que Donald Trump l'a très bien compris, qu'ils veulent aboutir à une solution politique. Ça me paraît une bonne chose, puisqu'il n'y a de solution à une guerre que par une paix. Quand on fait la guerre, c'est pour arriver à une paix, si possible en bonne position. Et la paix, on ne peut la faire qu'avec l'ennemi que l'on combat. Donc l'on arrive à une paix par des moyens politique et diplomatique est une bonne chose. Maintenant, évidemment, s'il y a négociation, chacune des parties voudrait y arriver de la façon aussi fringante que possible, et par conséquent, c'est là où ça risque d'être embrouillé, et le point sur lequel il ne faut pas trop s'engager. C'est pas parce que Poutine va peut-être rencontrer Zelensky que le problème est réglé, parce que au-delà de la guerre d'Ukraine, au-delà du coût que cela représente pour des pays européens qui sont déjà complètement à bout de force, et de l'avantage que ça peut représenter pour le complexe militaro-industriel américain, il reste quand même que géopolitiquement parlant, la Russie reste une puissance concurrente des États-Unis. Que cette guerre l'a amené à se rapprocher de la Chine, à se dégager son propre axe de résistance, pour prendre le terme à la mode, dans quantité de pays du monde, dont la puissance économique additionnée dépasse aujourd'hui le G20. Par conséquent, tout est appelé à bouger. Tout est appelé à bouger. Vous avez évoqué l'essai que vous avez publié donc en 86, Europe, tiers-monde, même combat. C'était encore la guerre froide, bien sûr, donc vous fustigiez à l'époque le soviétisme, mais aussi l'Occident libéral, qui désagrège selon vous les sociétés organiques et dépersonnalise les peuples. Vous avez dit plus récemment, je vous cite, « Je suis passionnément attaché à la diversité du monde ». Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est cette diversité qui réapparaît, mais que c'est un retour de l'histoire, devrions-nous dire. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, qui est la façon dont le mot diversité, qui a priori est et reste pour moi un mot positif, a été complètement manipulé. Quand on vous dit les gens issus de la diversité, en France, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alors, pour bien mesurer ce dont il s'agit, prenons encore un peu de recul et on fera très vite le constat suivant. Au cours de l'histoire, pendant des siècles et des millénaires, le monde était profondément divers. Il y avait des cultures variées, des civilisations variées, des langues, des peuples variés sur toute la surface de la Terre. Et chacune de ces cultures, par contre, avait une relative homogénéité. Les Français ressemblaient à des Français, les Russes à des Russes, les Chinois à des Chinois, et ainsi de suite. Mais à l'échelon du plurivers, c'est-à-dire du monde entier, il y avait une formidable diversité qui était la richesse de l'humanité. Aujourd'hui, on a inversé la formule, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des peuples et des cultures, on essaie d'introduire une fausse diversité qui consiste simplement à un changement de peuple, à l'implantation plus ou moins autoritaire d'individus qui sont de toutes les cultures,
Tandis qu'à l'échelle de la Terre, au contraire, on assiste à une homogénéisation des modes de vie induite par la technologie et tous les phénomènes que nous connaissons bien. Ce qui fait que la Terre devient de plus en plus homogène en se fondant sur des populations de plus en plus hétérogènes, alors qu'autrefois c'était exactement l'inverse. Vous aviez un monde hétérogène de populations homogènes. Et quand on réalise ça, on voit le chemin qui a été parcouru. Voilà pour la diversité. Vous avez aussi, Alain de Benoît, nourri une réflexion sur le déclin, voire la décadence occidentale. Vous avez contribué à la compréhension de nombreux auteurs. Vous avez évoqué, dès l'introduction de cet épisode, l'allemand Oswald Spengler. Ma question, c'est comment vivre, en fait, ce déclin ? Parce que c'est une question qui angoisse, évidemment, les Français. Sommes-nous condamnés à faire comme cette sentinelle romaine à Pompéi qui n'a pas quitté son poste pendant l'éruption du Vésuve ? Ou avons-nous quand même quelques raisons d'espérer, Alain de Benoît ? Vous savez, ça c'est l'éternelle question. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose dans l'état où nous sommes ? Je dirais oui, parce que j'ai confiance. Je ne suis pas optimiste du tout, mais j'ai confiance dans le fait que l'histoire n'est jamais close. N'étant pas close, elle est imprévisible et toujours ouverte. Cela dit, bien sûr qu'il y a des circonstances et des conjectures qui sont plus désespérantes que d'autres, mais vous savez, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Donc, voyons un peu la longue durée. Ce qui nous perturbe, c'est que on se sent impuissant. Lorsque vous portez votre regard sur le monde qui vous entoure, que vous le trouvez triste, laid, abject parfois, vous dites « qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, faut attendre le jeu des cliquets qui va créer des circonstances différentes, et puis il y a, je dirais, une réponse éthique à donner pour chacun de nous. Je crois que c'est Michel Onfray qui évoquait les gens qui étaient sur le pont au moment du naufrage du Titanic. Et il disait, on peut dire, chacun d'entre nous peut dire, le nihilisme, la décadence, ça ne passera pas par moi. Voilà. Si on dit ça, si beaucoup de gens disent le nihilisme, la décadence, ça ne passera pas par moi, déjà, on fait avancer un petit peu les choses. Et comme la vie, c'est pas un long chemin, c'est un long escalier. À tout moment de la vie, on peut monter une marche, on peut en descendre une. Descendre, c'est facile. Monter, c'est un peu plus dur. Mais quand on monte, on se sent beaucoup mieux. Essayez d'en monter une. Dites, ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Le nihilisme et la décadence ne passeront pas par moi. Ce sera le mot de la fin. Alain de Benoît, merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de commenter et de partager. Merci et à très bientôt.